Je vais passer la parole à la directrice, donc merci d'être là. Je vais passer la parole à Catherine Lepage, la directrice de la restauration, qui va nous faire un spectre plus large. Et puis ensuite, on pourra travailler ensemble. Merci. Merci. Un tout petit mot avant de vous laisser la parole, Monsieur Davo. D'abord, moi, je vous remercie tous d'être venus participer à cette conférence. Et tout particulièrement ceux qui se sont déplacés d'un peu plus loin pour venir. Donc, comme le disait Frédéric Gentès, c'est un projet qui a été organisé, prévu, pensé depuis un petit moment déjà. Moi, je suis tout simplement ravie de rencontrer Monsieur Davo et de vous faire rencontrer Monsieur Davo, qui est reconnu aujourd'hui comme un expert de la cuisine alternative et de la restauration durable. Monsieur Davo n'est pas là aujourd'hui pour nous expliquer comment on devrait faire de la restauration. Je pense qu'on a plein d'éléments, plein de raisons d'être plutôt fiers de ce qui est fait aujourd'hui au Crous de Grenoble. On a, et je crois que vous en parlerez, on suit nos indicateurs. Qui ont quand même un sens. On a des résultats aujourd'hui sur le pourcentage de produits bio que l'on met en œuvre, sur le pourcentage de produits de qualité durable, sur notre transition écologique, des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Malgré tout, aujourd'hui, les défis liés à l'économie, l'écologie, mais aussi la santé, nous obligent à repenser un petit peu la restauration collective et nous obligent à regarder, et c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, comment redonner un petit peu du sens, comment redonner un peu de plaisir et comment redonner aussi une vraie restauration de qualité que les cuisinants ont plaisir à proposer chaque jour. C'est ce que Monsieur Davo va nous raconter un petit peu, et notamment, je crois qu'il va nous parler d'ingrédients qu'on a un peu oubliés, qui sont pourtant extrêmement intéressants à remettre dans les cuisines. Qu'il va également nous parler de recettes créatives, de méthodes innovantes, qui peuvent vraiment nous aider à repenser un petit peu nos modes de fonctionnement. Alors, profitez bien de cette conférence. N'hésitez pas à poser des questions, à participer, à proposer des idées si vous en avez. Vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle qu'à la fin de la conférence, on sera amené à déguster des produits qui ont été fabriqués par 5 de nos chefs ce matin, donc avec des petites surprises qui nous seront expliquées au fur et à mesure. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne conférence, profitez bien. Merci beaucoup, merci à l'organisation des Crous qui m'a fait confiance pour venir m'adresser à vous aujourd'hui. Et j'ai, avec un petit peu de retard, enfilé ma veste de cuisinier pour vous, au fond, vous rappeler que si j'interviens devant vous, c'est aussi en tant que quelqu'un comme vous, dont le métier, c'est de faire la cuisine. Et dans des contextes de cuisine qui n'a pas de prétention de haute gastronomie et qui, pour moi, a toujours eu une envie de faire découvrir, d'ouvrir, de surprendre, pour se rendre compte que finalement, ce qu'on nous amène tout le temps sous l'ordre de la privation, de la contrainte, faut faire du végé, faut faire du bio, peut-être qu'il y a d'autres manières d'en parler qui seront un vrai enrichissement de ce métier, mais il y a peut-être à redire les choses d'une manière nouvelle. Alors, ce que je vous propose, on a 2 heures à passer ensemble, un petit peu moins maintenant. On va faire une petite séquence un petit peu de découverte au départ.
Et puis après, je vais dérouler un petit propos en m'adressant à vous, en vous demandant de participer par moment. Et puis, vers 3h15, 3h30 au plus tard, on aura cette dégustation de choses qu'on a préparées avec non pas 5, mais 7 cuisiniers des Crous tout à l'heure, à qui j'ai fait découvrir des techniques de cuisine. Et vous allez goûter. Et on terminera par un petit débrief général, une petite conclusion à cette dégustation, à tout ce qui aura pu être dit dans cet après-midi. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est pendant 1 ou 2 minutes, avec les gens qui sont à côté de vous, c'est simplement d'exprimer avec quelles questions vous êtes venus aujourd'hui, et si vous n'avez pas de questions, la loi Egalim, le végétarien, le bio, le local, dans les Crous, dans votre vie, au fond, ça vous pose quoi comme question? Qu'est-ce que, comme question, comme intérêt, comme problème, j'aimerais un petit peu avoir ce son de cloche et noter les principales idées. Je vais vous interroger dans 2 minutes, je vous laisse échanger. Et puis, j'essaierai, dans tous les cas, d'intégrer vos propos dans les miens. Voilà. Je vous laisse causer 1 ou 2 minutes ensemble avec vos voisins, voisines. Encore 30 secondes. Alors, messieurs, dames, vos questions. Je vous écoute. Réveillez en vous le chanteur ou la chanteuse d'opéra et envoyez vos questions. Je prends. Moi, j'ai pas une question. Oui. Ce que je disais dans le végétarien, c'est qu'on est des carnivores et on mâche pas de la même façon que si on mâchait de la viande. Bon, c'est personnel, hein. Ah, mais tout me va. Végétarien. Mâché. Ça me va très bien. Quoi d'autre? D'autres questions sont venues? Oui? Moi, ce qui me déplaît dans le végétarien, c'est qu'on prend les mêmes types de recettes et en changeant les ingrédients, alors que, par exemple, on dit du jambon végétal, et ben, c'est pas du jambon. C'est pas du jambon, donc on y appelle autrement. Ok, jambon végétal. Comme la bolo, pareil, la bolo végétale. Voilà, on va de la bolo. Ah, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une bolo? C'est du bœuf. Oui, oui, on va en parler. On va en parler. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui? Comment embarquer vers le végétarien? Comment embarquer?
Oui, encore? Pas obliger les gens à manger du végétarien. Pas d'obligation. Je vous écoute encore. Là-bas, il y avait une question par là-bas. Allô? Comment avoir un impact positif au sein de nos clients? On parle des étudiants? Vers les clients. Oui, encore? J'ai encore 20 cm en bas de page. Comment essayer de limiter les carences alimentaires? Éviter les carences. Très bien. Allez, une petite dernière. Je vous écoute. Impact santé. Ok. Bien. Alors, comme l'a rappelé Catherine David, Lepage. Excusez-moi. Je ne viens pas faire la leçon de ce qui est bien, de ce qui est mal, il faut manger comme ci ou comme ça, vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est plutôt peut-être de reprendre un récit de toutes ces choses-là, pourquoi ça nous arrive dans les pattes aujourd'hui, d'une manière qui puisse nous donner envie de se dire, bah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et si vous voulez, avant de me présenter, parce que pour l'instant, vous savez vaguement que je suis cuisinier formateur, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et ça va vous permettre de comprendre un peu certaines choses et rentrer dans le sujet et par rapport à toutes les questions que vous posez. Mais d'abord, je voudrais qu'on pratique un petit test et que vous passez, alors peut-être si quand même vous dire que mon métier, c'est d'intervenir depuis les années 80. En fait, notamment les années 90 avec la restauration collective. Ici, c'est un groupe de cuisiniers, de collèges, de primaires. Il n'y a pas de crous ici, il y a de l'EHPAD, il y a différentes structures. C'est pas loin de Nantes. Et c'est un buffet pédagogique avec une quinzaine de sortes de plats qu'on a réalisés, qui sont tous réalisables en gros format. Et moi, mon métier, c'est de passer ces techniques de cuisine à des cuisiniers, évidemment de savoir, mais aussi de comprendre le pourquoi et l'intérêt que ça peut avoir dans leur façon de concevoir leur menu, de cuisiner au quotidien. Et ça a l'air de rien. Moi, j'aime bien cette photo parce que le groupe qui est là, que j'ai eu pendant 1 jour et demi, il pèse 3 millions de repas par an. Il y a une grosse cuisine, il y a différentes structures, et quand on met bout à bout ce que chaque structure prépare, c'est 3 millions de repas par an. Ça veut dire que c'est colossal. Quand on peut changer un peu la qualité des repas qui est servi au quotidien dans ces restaurants sociaux, eh ben, on a un sacré impact sur la population, sur le paysage, sur l'agriculture, sur le climat, sur la santé. Et pourtant, ces personnes-là, alors évidemment, je fais pas ça pour vous passer la brosse, mais on parle jamais de ces cuisiniers, quoi. On parle jamais des gens dont le métier, c'est de nourrir tous les jours. Quand on parle de cuisine en France, on parle toujours de la cuisine des chefs, des étoiles, de la gastronomie. Et vous savez très bien, quand on a 2 € de matières premières au quotidien, et puis des gens qui arrivent par centaines ou par milliers, la logique, elle est quand même très très différente que dans un restaurant commercial où on paye 300 € par tête de pipe. Et que si on doit parler de créativité, ce sera probablement pas du tout de la même manière, ni avec les mêmes contraintes réelles. Et c'est vrai que le mot de contrainte, c'est vraiment quand même un truc spécifique à la restauration collective. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un bon repas dans une cantine scolaire, dans un EHPAD, dans un crous. On n'a que des obligations. Personne n'est capable de vraiment définir ce que c'est que de bien manger dans ces endroits-là. Parce qu'on pourrait bien dire, ouais, il y a 20% de bio, ou 30%, ou 50%, mais on peut très mal manger avec des produits bio.
C'est pas ça forcément qui fait un bon repas. Peut-être qu'on peut avoir le bio dans ses repas d'une manière qui réponde à la qualité des repas. Mais en restauration collective, on n'a jamais spécialement défini la qualité des repas. On n'a que des obligations. Obligation d'hygiène, obligation de maîtrise des coûts, obligation de grand nombre de couverts et de petites équipes, obligation des marchés publics, obligation du GEMRCN, des fréquences nutritionnelles, obligation des GaLim. Enfin, on a comme culture de métier l'obligation. Et du coup, on va essayer un petit peu de regarder ça un peu différemment aujourd'hui. Et la première chose que je vous propose, je ne vais pas m'arrêter sur cette diapo-là, c'est de vous confronter à des grandes phrases, comme ça, des phrases clichés, qui sont dans la tête de tout le monde. On est d'accord, on est moins d'accord, on n'est pas d'accord, on ne sait pas. En fait, je vous demande de réagir. Alors, le bio n'est vraiment accessible qu'aux milieux favorisés. Globalement, ceux qui sont d'accord, vous pouvez lever la main. Y a pas, alors moi, je ne juge rien. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Oui, vous êtes plutôt d'accord ? Un mot là-dessus ? Le prix ? On n'en trouve pas partout correctement. L'accessibilité géographique. Et puis, ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, c'est bien parce qu'il y a 6 personnes dans la salle. Il y en a 3 d'accord et 3 pas d'accord. Vous êtes plutôt pas d'accord ? Quelqu'un qui n'est pas d'accord veut dire un mot ? Ouais, moi je trouve que le bio, souvent, en fait, c'est moins bon parce qu'on a des fruits et des légumes beaucoup plus petits, beaucoup moins de goût. D'accord. Donc, c'est pas spécialement, vous prenez pas spécialement parti sur l'accessibilité, mais pour vous, c'est pas un critère de qualité, si je comprends bien. Ok. Pour vous, d'autres qui avaient levé la main, pas d'accord sur l'accessibilité ? Ça se démocratise ? Ok. Ouais. D'accord, donc là on a quelqu'un qui dit que le bio, c'est pas partout les mêmes exigences. Et ce que je vous propose, c'est une autre phrase, c'est celle-là. Le soja est bon pour la santé. Qui est d'accord ? Mais dis donc, il n'y a pas beaucoup d'avis hein, aujourd'hui. Alors qui n'est pas d'accord ? Bon. Et ceux qui n'ont pas levé la main, vous ne savez pas trop ? Ouais, vous ne savez pas trop. Et donc ceux qui ne sont pas d'accord que le soja est bon pour la santé, je vous écoute, un ou deux mots. Pas d'accord. Ne pas abuser du soja pour des questions hormonales. Il y a des hormones qui ressemblent un peu aux hormones féminines, oui. Quoi d'autre ? On a un manque de facilité sur le soja, en fonction de là où il est fabriqué. Suivant l'endroit où il est produit, c'est ça ? D'accord. Qui est plutôt d'accord que le soja est bon pour la santé ? Oui ? D'accord. Moi, je ne prends pas parti, hein. Je vous écoute. Et oui ? Ok. Beaucoup de préjugés sur le soja. On continue. On mange 2 fois plus de viande qu'il y a 60 ans. Qui est plutôt d'accord ? Osez lever la main. Plutôt d'accord ? Plutôt pas d'accord ? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas d'accord veut élaborer ? Allez-y. Ici, des gens pensent qu'on en mange moins qu'avant. Du fait du prix, on en mange moins. Les autres ? C'est quoi ? Pour vous, c'est une question de prix. Et pour les autres, ceux qui sont plutôt d'accord avec le fait qu'on en mange 2 fois plus qu'il y a 60 ans ? On en mange plus, mais elle n'est pas forcément de bonne qualité. Quoi d'autre ? On en mangeait moins avant parce que c'était trop cher. Ok.
Je vais continuer assez vite les autres questions. Je vous demande juste de prendre position assez rapidement. L'alimentation des Français n'est pas assez riche en fibres. Qui est plutôt d'accord? Quelques-uns. Qui est plutôt pas d'accord? Pas d'accord? Vous voulez développer? Ok. Ouais. Tous les 20 ans, on nous dit des nouvelles règles pour bien manger. Ok. Alors la prochaine, je vous préviens, elle est gratinée. Alors, je ne demande même pas qui est d'accord et qui n'est pas d'accord. Peut-être il y en a qui ont eu des grands-pères un peu moqueurs, qui ont dit ça quand ils étaient petits. Mais je vais quand même faire une parenthèse. Normalement, sur cette partie-là, au début d'une formation ou d'une conférence, allô ? Au début d'une formation ou d'une conférence, en fait, j'envoie ces choses-là pour voir un petit peu comment ça réagit. Et moi, je ne réagis pas. Mais celle-là, je vais réagir. Parce que vous avez dans vos milliers de clients ou de convives des gens qui sont persuadés que pour avoir des muscles, il faut manger des muscles. Pour avoir des muscles, faut manger des muscles. Parce que ça sert à quoi les protéines, d'après vous ? À quoi ça sert les protéines ? À nourrir les muscles, et puis quoi d'autre ? Cerveau, et quoi ? Quoi d'autre ? Les protéines, ça sert à quoi au fond ? D'accord. Merci. J'attendais ce mot-là. Merci pour ce que vous avez dit. En effet, les protéines, ça sert à tout. Mais la seule idée qu'on a, c'est que c'est pour les muscles et que ça nous amène, puisque c'est pour les muscles, ça nous amène des forces. Ben non. C'est quoi qui nous amène de l'énergie ? Les sucres lents, les féculents quand vous faites vos repas. Normalement, c'est prévu d'avoir des féculents, ce qui contient de l'amidon, source d'énergie. Et puis les protéines, ça construit aussi bien les cheveux, les yeux, les organes, les os, les hormones, les globules, tout. Les protéines, c'est toute la structure du corps. Et si on mange des muscles, on a des muscles. Si on est végétarien, si on mange que des légumes, on devient légume. Mais ne croyez pas que ce soit abusif de dire ça, parce que tout le marketing publicitaire en alimentation est basé sur, si on vous met des petits bonhommes qui sautillent sur une bouteille de jus de fruits, il peut bien y avoir des conservateurs, du concentré, plein de sucre, etc. Mais quand on voit des petits bonhommes qui sautillent, on a tous l'idée qu'on va sautiller aussi. C'est comme ça que ça marche, l'alimentation. On a des certitudes, parce que tout le monde ici, et moi aussi, on est des mangeurs experts. On a mangé des milliers de fois, on a personne qui est plus expert que nous de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est rassasiant, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on a tous des choses extrêmement ancrées. Pour ce qui est des questions suivantes, je vais les parcourir très rapidement, juste pour vous laisser réagir. Les légumes secs peuvent remplacer la viande ou le poisson ? Plutôt oui, plutôt non ? Ok, ça me plaît, moi, quand il y a des oui et des non. Parce qu'en effet, il y a des oui et des non. L'impact de la cuisson est le même sur un produit bio ou conventionnel ? Oui, non. Bien, je vais aller encore plus vite pour les dernières. Si un plat contient moins de viande, il a moins de goût et il est moins rassasiant. C'est incroyable que vous dites. Mais ça, les dernières, j'ai fait ça des centaines, peut-être un millier de fois. Et je peux vous dire que depuis quelques années, chaque fois que je mets ça, j'ai toujours « Oh ben non !» Mais moi, toute ma vie de cuisinier, j'ai entendu des gens dire « Mais mon mari, s'il n'a pas sa viande, il n'a pas assez mangé. » Mon ado, il fait du sport. S'il n'a pas sa viande, il a toujours faim. Et cette idée que c'est moins rassasiant, elle est très partagée, y compris chez les étudiants.
Les légumes secs sont des féculents comme le riz ou les pommes de terre? Ça dépend lesquels. Incroyable. Mais ouais, super, vous avez raison, hein. Merci de réagir parce que ça montre qu'on ne sait pas bien ce que c'est qu'un féculent. Parce que tous les légumes secs contiennent de l'amidon. Et donc, c'est tous des féculents. Mais les légumes secs, c'est un truc incroyable. C'est du légume, ça fait partie des 5 fruits et légumes. C'est du féculent, source d'énergie, et c'est de la protéine. C'est tout en un, mais ça a disparu de nos alimentations modernes. Et peut-être que, et en plus c'est pas cher, mais on ne sait plus les manger, on ne sait plus les digérer, et on va en rester là-dessus pour le moment. Et maintenant, je vais juste, avant de vous interroger à nouveau, et j'espère que vous serez un peu plus réactifs, je voudrais juste vous expliquer à partir de quoi je parle. Pour que j'ai dit déjà ce que je dis depuis 10 minutes. Au fond, qu'est-ce qui m'amène à avoir des propos comme ça et qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce métier et que je me retrouve devant vous aujourd'hui? Alors, moi, je suis né au début des années 60, à Nantes, et dans une famille de 8 enfants, j'étais le dernier, et dans un milieu ni très riche, ni très pauvre, un peu classe moyenne, et bon, il n'y avait pas de problème, on va dire. Et la cuisine, elle était assez familiale, assez classique dans les années 60. Et il y a eu un truc qui s'est passé quand j'avais 6 ans, 7 ans. C'est l'ouverture de la première grande surface à Nantes. C'était 1967. Et on est allé, et c'était incroyable. C'était Disneyland. Des rayons entiers de yaourt, des rayons entiers de viande, des rayons entiers de gâteaux, de bonbons. Incroyable. Et nous, notre job en tant qu'enfants, c'était de faire en sorte que faire tomber les paquets dans le chariot de la maman. Et c'était juste incroyable. Et tout le monde, globalement, mis à part les petits commerçants, a trouvé ça génial. Vraiment. En termes d'accessibilité, en termes de prix, en termes de plein de choses, tout d'un coup, tout était là. Et puis, après, il y a un truc qui s'est passé quand j'avais 13 ans. C'était l'après. Alors, je vous raconte mon histoire. Hein, je ne cherche pas à vous convaincre, je vous raconte juste mon histoire. C'était les élections présidentielles en 1974. Il y a un président qui s'appelait Giscard d'Estaing qui a été élu. Et c'était la première fois qu'il y avait un candidat écologiste. Et à 8h moins 10, il y avait la campagne pour les élections présidentielles sur les 2 chaînes. Et on voit ce monsieur arriver, un monsieur assez âgé, qui était agronome et qui avait été sur tous les continents, qui était assez connu mondialement, qui s'appelait René Dumont. Et ce monsieur, la première fois qui vient devant les caméras de télévision pour la campagne des élections présidentielles, il a un verre d'eau. Et il dit, vous voyez là, l'eau là, ça va être le problème du 21e siècle. On aura un problème de pollution d'eau, c'est déjà avéré dans pas mal d'endroits. On aura un problème de raréfaction de l'eau dans plusieurs coins de la planète. Et comme c'est nécessaire pour vivre et pour cultiver, on aura très probablement des migrations à l'échelle des continents, parce que les gens ne pourront plus vivre là où ils étaient. Et moi, j'ai 13 ans en 1974, et ça me prend les tripes. Je me sentais déjà un peu concerné par les questions du monde. Et après, j'ai fait un peu d'études. Alors, j'ai pas fait de formation de cuisinier classique. J'ai fait des études de sociologie, un peu de prise de tête. Et puis, arrivé à 22, 23 ans, j'ai fait, à la place du service militaire, un service civil. Et quand on demandait à faire un service civil, on faisait 2 ans dans une association d'intérêt général. Et je suis allé dans une association qui s'appelle les Amis de la Terre, qui travaillait pour l'écologie. Et un des sujets sur lesquels on travaillait, c'était l'agriculture, parce qu'on était entre Nantes et Rennes. Et il y avait là-bas pas mal d'agriculteurs qui étaient déjà très en difficulté. Il y avait le Crédit Agricole et la coopérative qui disaient « il faut que tu fasses du cochon, il faut que tu fasses de la volaille, il faut que tu fasses du veau ». Et puis ils investissaient. Et puis, au bout de 4 ans, 5 ans, les dettes, c'était comme ça. Et ils n'y arrivaient plus, alors ils changeaient, ils s'endettaient encore plus. Et beaucoup arrêtaient. Et il y avait aussi quelques problèmes d'environnement. Et en particulier, pour faire le lien avec le verre d'eau,
il y avait une question dans l'eau dans les années 80, ça s'appelle les nitrates. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas être catastrophique, c'était juste pour vous dire un petit peu ce que ça a provoqué comme prise de conscience. Les nitrates, c'est quoi? C'est quand il y a des élevages, vous savez, des porcheries, notamment un peu les porcheries industrielles qui se sont développées dans les années 70-80 en Bretagne, mais aussi dans les grandes cultures un peu partout en France. Dans les porcheries, c'est plutôt les lisiers qui mettent des matières très très riches en azote dans les sols. Et puis sinon, dans les grandes cultures, on met des engrais avec de l'azote pour que les plantes, ça amène de la protéine dans le sol, pour que les plantes poussent plus vite. Et quand ces engrais azotés sont dans les sols, ça passe peu à peu dans les nappes phréatiques et ça devient des nitrates dans l'eau. Et à l'époque, pour qu'une eau soit potable au robinet, il fallait maximum 20 mg de nitrate par litre d'eau. Et quand on regardait la carte du Grand Ouest en France à l'époque, eh ben, 20 mg de nitrate dans l'eau, ben, ici c'était 37, ici 52, ici 70, ici 18. Enfin, il y avait plein d'endroits où il y avait, normalement, on ne pouvait plus boire l'eau du robinet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc très important. Ils ont dit, bah, alors pour qu'une eau soit potable, il faudra maximum 50 mg de nitrate par litre d'eau, c'est-à-dire qu'ils ont relevé la norme pour que les gens puissent boire l'eau du robinet. Et qu'est-ce que ça a fait? On a travaillé à l'époque avec une association qui s'appelait Eau et Rivières de Bretagne. Et moi, ça m'a appris un truc que je ne savais pas. C'est que les nitrates qu'on avait en 1985, c'était les engrais qu'on avait mis 15 ans plus tôt. Et ça a ancré un truc dans ma tête de jeune adulte. C'est que soutenir des méthodes d'agriculture sans engrais azotés comme ça, sans produits chimiques, etc., c'est pas ouais, tu comprends, moi j'ai les moyens, ma petite santé, mes enfants, j'achète bio, je mange bio. Non, 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 c'est pas ça. C'est soutenir des agriculteurs qui passent sur ces méthodes-là, c'est faire en sorte que dans 15 ans, on ait une eau qu'on peut boire. Des abeilles qui butinent, des agriculteurs et des éleveurs qui réussissent à peu près à vivre de leur métier. C'était ça pour moi, soutenir les agriculteurs qui passaient en bio. Et à l'époque, on a ouvert un magasin de produits bio pour soutenir ces agriculteurs. Et qu'est-ce que j'ai vu là-dedans? Ça ressemblait déjà à ce que sont devenus les Biocoop ou les magasins comme ça, si vous avez quelquefois mis les pieds dans un magasin comme ça ou dans un espace vrac, dans une grande surface. C'était plein de graines. Et moi, ce que je voyais, comme j'avais fait de la sociologie, je voyais bien que personne ne mangeait ce qu'il y avait dans les magasins bio. Du millet, du riz complet, des algues, des pois cassés, du tofu, des huiles de cartame. Personne ne mangeait ça. Et il se trouve que moi, j'étais végétarien entre 20 et 35 ans. Et je me suis emparé de la cuisine végétarienne pour montrer des trucs à faire très simples, très économiques, qu'on pouvait faire avec ces produits qu'on trouvait dans ces magasins bio. Et ça m'a amené, un an plus tard, donc c'était 87, mes premiers cours, en 88, d'ouvrir un petit restaurant végétarien bio à Nantes. C'était pas la mode, et je suis pas du tout un grand chef, mais ce restaurant a été archi plein tout de suite, avec une carte qui changeait tous les jours. On n'était pas très cher. Et j'avais 3 plats du jour, ça changeait tout le temps. Et en fait, c'est devenu un restaurant de 45 places, plus une terrasse l'été. Et pendant 10 ans, j'ai fait 60 à 120 couverts jour, cuisine végétarienne du monde, mais c'était pas du tout contre la viande. C'était pour montrer des trucs qu'on peut faire avec ces légumineuses, avec ces graines, ces céréales, ces légumes d'hiver que déjà dans les années 80, on mange plus beaucoup, les choux, les choses comme ça. Hein. C'est là qu'on a la tomate toute l'année, la courgette toute l'année. Ça y est, c'est parti. Et donc, pour moi, le but de ce restaurant, c'était pédagogique. Et puis, je continuais à faire des cours de cuisine à côté. Et en 98, ma femme, elle en a eu marre. Elle m'a dit, c'est bon, j'ai ma dose. Et je suis devenu traiteur. Et j'ai fait ce que j'avais appris à faire en service à l'assiette. Je l'ai fait pour 100, pour 200, pour 500, pour 1000. En vente à emporter, dans des magasins bio, dans des événements, pour des séminaires, pour des mariages des fois, enfin tout ce que fait un traiteur en liaison froide. Et j'étais certifié 100% bio, etc.
Quand on était restaurateur, on était un peu moins cher qu'une pizzeria en 100% bio. Et du coup, le but, c'était effectivement, cuisine végétarienne du monde, c'était vraiment de faire découvrir. J'ai fait ça 22 ans et j'ai continué ensuite à faire de la formation uniquement. J'ai jamais arrêté de faire de la formation, mais depuis 2010, je ne fais que ça. Alors maintenant, pourquoi ça nous arrive dans les pattes ? Là, depuis 5 ans, la loi Egalim, repas végétarien, 20% de bio, enfin, etc. Pourquoi ça nous arrive dans les pattes maintenant ? La première chose, c'est de comprendre que l'alimentation a énormément changé au XXe siècle. Et pour vous dire, vous qui avez tous ici des protocoles HACCP, la deuxième cause de mortalité en France en 1900, c'était les intoxications alimentaires. Les intoxications alimentaires, deuxième cause de mortalité en 1900 en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a beaucoup progressé en sécurité alimentaire. Ce qui a beaucoup progressé aussi, on l'a dit tout à l'heure avec les grandes surfaces, c'est l'accessibilité. On a eu, à partir des années 60-70, accès à tout le temps, on avait des congélateurs, on avait tout. Mais il s'est passé un truc. Voyez-vous, quand on a eu accès à tout, on a mangé toujours ce qu'on préfère. Il y a un truc qui s'est vraiment passé au tournant des années 60, c'est que ce qui était avant le repas du dimanche, alors c'est une formule qui est un peu désuète maintenant, mais je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ben, l'entrée un peu sympa, avec charcuterie, des fruits de mer ou des poissons, des choses comme ça, et puis après le plat de viande, et puis après la viande ou poisson, et puis après le plateau de fromage, hein, on est quand même le pays du fromage, oui ou non ? Et puis après un dessert avec souvent encore des œufs, des produits laitiers ou des choses comme ça. Et ça, c'était avant des repas un peu d'exception, extraordinaires, pour nous sortir de l'ordinaire, et c'est devenu l'ordinaire. C'est-à-dire que partout, dans les cantines, dans les restaurants ouvriers, dans le restaurant ouvrier, terrine de poisson de chez Métro, viande d'Europe du Nord, fromage sous blister plastique, crème brûlée en briques, c'est comme ça, quoi. C'est ça, un vrai repas, quoi. C'est devenu ça, c'est devenu normal. Et ça a été adopté, on va dire, à l'unanimité, quoi. Pratiquement. Avec un différentiel entre les gens qui vivaient à la campagne, qui avaient encore des potagers ou des viandes pas très loin, ou qui achetaient direct producteurs, etc. Il y a quand même un grand différentiel, mais cette alimentation extrêmement riche, où ce qui était avant des produits nobles est devenu le quotidien, tout le temps, et peut-être que ça a perdu une certaine noblesse en étant banalisé. Des nuggets qui ont l'air d'être du blanc de poulet, du jambon qui a l'air d'être des fesses de cochon, de la saucisse qui a l'air d'être de la viande. Mais ça, c'est tout à fait récent, de penser que c'est pas normal d'enlever ça, parce que c'est normal de manger comme ça tout le temps, quoi. Quand on a appris la cuisine, tous ceux qui ont fait ici des formations de base, globalement, le schéma, c'est une protéine animale et des garnitures, quoi. Et puis avant, il y a quand même des œufs durs ou de la charcuterie, puis après, il y a quand même du fromage et des produits laitiers. Et en fait, c'est comme ça, quoi. Et ce qu'on peut voir, ça a changé vraiment dans les années 60-70, c'est que quand même, 30-40 ans après, on voit quand même qu'on a un problème, quoi. On a des agriculteurs qui bloquent les ronds-points. Pourquoi ? Parce que quand on mange autant de protéines animales, il faut produire beaucoup de maïs et faire venir du soja du Brésil. Hein. Faudra peut-être brûler un peu de forêt amazonienne, mais pour mettre plein d'émental sur nos gratins, pour mettre plein de produits laitiers partout, il faut que les vaches, elles donnent. Faut leur donner du maïs et du soja, enfin, faut y aller, quoi, pour que ce soit très productif. Et puis, c'est tellement pas rentable que s'il n'y a pas des subventions, ça marche pas, quoi. Ça peut pas marcher. C'est trop cher de produire comme ça, mais c'est comme ça parce que c'est devenu la norme pour tout le monde. Et puis, regardez, 1960, 70, en 2000, la moitié de la population française en surpoids.
on voit bien, et c'est pas, il n'y a pas d'accusation, hein, c'est-à-dire sur le fait d'être en surpoids ou pas, c'est juste que on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas très bien dans cette façon de faire. Ça va pas très bien, et c'est pareil pour le climat, c'est pareil pour les sols, c'est pareil pour les nappes phréatiques. Dans la biodiversité, c'est même très très critique. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il faudrait changer. Mais peut-être qu'on s'est trompé dans la manière de vouloir agir pour ça. On a dit, mange trop de viande, hein. Tu vas faire une fois par semaine, t'as rien. Végétarien, on va t'enlever la viande. Bon, t'es un peu flex, alors t'es flexitarien, mais t'es toujours tarien, quoi. C'est toujours une idée que c'est la viande la coupable, mais c'est pas la viande la coupable. On n'est pas malade de manger de la viande, des œufs, des produits laitiers, du poisson. On est malade de la place qu'ils ont prise. On est malade de ça et de la disparition d'aliments plutôt très économiques, plutôt très intéressants nutritionnellement, très complémentaires à la viande et aux protéines animales, qui ont disparu. Les légumineuses, vous savez ce que c'est les légumineuses? Légumineuses, tout ce qui pousse en gousse avec des graines à deux moitiés. C'est ça les légumineuses. Légumène en latin, ça veut dire gousse. Les légumineuses, écoutez-moi bien, 16 kilos par an et par habitant en 1900 en France, 1,6 kg en l'an 2000. Mais le diabète, c'est ça. C'est ça. C'est la place aussi prise par la viande, les patates, les féculents raffinés aussi. Et puis les légumes, quand on peut, comme on peut. Et c'est l'absence de fibres, en fait. C'est pas la faute de la viande. C'est la disparition de ces aliments-là. Et les difficultés des agriculteurs, c'est de devoir produire tellement de ces produits-là pour donner à des animaux, pour qu'on leur achète le lait le moins cher possible, et la viande la moins chère possible, qu'ils sont dans des systèmes insensés s'ils n'ont pas de subventions. Et donc, à beaucoup d'égards, aujourd'hui, la problématique, c'est pas d'enlever la viande 1 fois, 2 fois, 5 fois par semaine, c'est de remettre ces aliments qui ont disparu, dont on sait qu'ils sont très précieux pour l'accessibilité, pour les sols. Vous savez quoi, les légumineuses? Partout où on cultive des légumineuses, des haricots, des pois, des fèves, des lentilles, ça fixe l'azote de l'air dans les sols. Plus besoin d'engrais azotés. Plus de nitrates. Parce que la plante est dans tous les systèmes d'agriculture traditionnelle. Il y avait toujours des légumineuses en alternance avec les céréales. Mais pourquoi les agriculteurs en feraient? On n'en mange plus. Alors, on met des engrais, et puis on fait du blé, puis après on fait du maïs, et puis on met des engrais, et on est dans des systèmes où y a quelque chose qui ne va pas, et on sent bien que ce qu'on mange à la fin, même si c'est associé à l'idée pour nous de plaisir, parce qu'on a grandi là-dedans, il y a quand même quelque chose qui est peut-être pas si génial que ça, et peut-être que la viande a perdu son statut d'aliment noble. Elle a été banalisée. Les éleveurs sont considérés comme des moins que rien. Franchement, c'est dommage, parce que élever des animaux sur des prairies, il n'y a pas de problème pour le climat. Il n'y a pas de problème pour le climat. Par contre, produire des engrais avec beaucoup de pétrole pour avoir beaucoup de maïs, assécher les nappes phréatiques, pour que la vache pisse le lait, pour qu'on ait tout le temps beaucoup de produits laitiers, ça c'est un souci parce qu'on a ici des gens qui sont devenus allergiques aux produits laitiers et qui ne peuvent plus, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette profusion et cette perte de qualité. Alors, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on a pu faire et comment on a pu penser autre chose, justement, pour essayer de changer les choses? Il y a un professeur de nutrition qui s'appelle le professeur Le Cerf. Dès 1983, il a dit « On a un problème ». Ça a été le premier professeur de nutrition en France à dire « Oui, l'alimentation s'est améliorée au XXe siècle, mais c'est quand même devenu extrêmement riche et assez peu varié. Et il faut qu'on fasse quelque chose. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte
d'agir d'abord à la cantine. Il travaillait à l'Institut Pasteur à Lille. Et il a fait en sorte qu'à la cantine de l'Institut Pasteur, les gens qui venaient manger le midi, plusieurs centaines de personnes, quand ils venaient avec leur plateau sur le self, ils puissent avoir un plat de poisson ou un plat de viande ou une alternative. Ben, je sais pas, du boulgour à la tomate, et peut-être, je sais pas, un plat avec des pois chiches ou un gratin, de légumes, etc. Enfin, l'idée, c'est que les gens pouvaient alterner. Et rien que ça remettait plus de diversité dans leur alimentation. La grande clé de la nutrition pour ce professeur, le CERF, qui est connu mondialement, c'est de dire que la clé de beaucoup de problèmes, qu'ils soient écologiques ou de santé publique ou d'accès, c'est de remettre de la diversité. C'est pas de priver. C'est pas d'accuser la viande ou les produits laitiers. C'est de retrouver une culture de la diversité. Et c'était ça le sens des repas alternatifs. Mais ça a été un peu perdu. La deuxième chose, c'est pourquoi ça arrive dans nos restaurants aujourd'hui en restauration sociale, en restauration en crous. Eh ben, les premières actions avec les produits bio et les protéines végétales, etc., ça date des années 90. Et en fait, ça a commencé en Languedoc-Roussillon. Il y avait déjà des agriculteurs qui étaient accompagnés pour justement mettre moins d'engrais, passer en bio. Et en fait, ce qu'ils se rendaient compte là-bas, dans cette région-là, dans les années 90, c'est que le bio qui était produit, c'était essentiellement pour l'exportation. C'était pour la Suède, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, enfin c'était beaucoup les pays d'Europe du Nord. Et puis, par contre, quand on allait à la cantine scolaire du village, à la maison de retraite ou au restaurant d'entreprise, il y avait des trucs dans les assiettes, personne ne savait d'où ça venait. Est née à ce moment-là l'idée de se dire, mais on va accompagner des agriculteurs à passer sur des méthodes d'agriculture un peu plus durables, un peu plus intéressantes, moins d'engrais, moins de pesticides, etc. Et si possible, passer en bio, mais pour fournir les cantines locales. Et c'est comme ça que c'est parti, avec un projet éducatif, d'emmener des enfants sur des fermes, etc. Mais aussi, tout simplement, le bio à la cantine, c'est le bio pour tous. C'est pas le bio juste pour ceux qui ont les moyens. Même ce que vous mettez dans les crousses, c'est justement une mission incroyable que vous avez de faire en sorte qu'au moins ceux qui ont 1 euro pour leur repas ou qui vont rentrer dans leur chambre, ce que vous aurez mis, évidemment, l'idée c'est de soutenir autant que possible des changements de pratiques en agriculture et si possible sur le territoire, mais c'est aussi effectivement de faire en sorte que ça puisse profiter à tous. Alors, une fois que tout ça est dit, c'est bien gentil, on comprend à peu près pourquoi ça nous arrive et que aujourd'hui, vous connaissez comme moi les questions climatiques, vous connaissez comme moi les questions de santé publique, je ne vais pas du tout m'appesantir là-dessus. La question, c'est comment on change. Et moi, je sais, puisque c'est mon métier depuis les années 80, que quand on commence à arriver et à faire la leçon aux gens, tu mangeras 5 fruits et légumes, tu mangeras moins de viande 1 fois, 2 fois, 5 fois par semaine, tu mangeras bio, tu mangeras local, tu feras 0% de gaspillage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sauf sous contrainte, ça ne marche pas. On est tous mangeurs experts et quand on nous dit ce qu'on doit manger, ça s'appelle des injonctions. Nous, on est bien gentils, mais tu ne vas pas me dire ce que je dois manger. 5 fruits et légumes, ça fait 25 ans que ça dure, parce que les Français ne mangent pas assez de fibres. Ça a été étudié à très grande échelle dans les années 90. Et les gens qui mangeaient des légumes avaient 30 à 40% moins de maladies chroniques liées à l'alimentation. Et donc, on a dit 5 fruits et légumes. Vous savez quel pourcentage de population mange 5 fruits et légumes en France ? 1/4 de la population. Donc, on peut bien nous le mettre sur nos canettes de Red Bull, sur nos paquets de chips, 5 fruits et légumes, ça ne marche pas. Et c'est pareil avec enlève la viande et mange bio. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour accompagner un changement de pratique ? Moi, ce que je fais, j'ai fait ça au moins 1000 fois, un peu partout en France, en ville, en campagne, des jeunes, des vieux, alors plutôt des adultes quand même,
des chasseurs, des végétariens, des bio, des pas bio, au lieu de faire la leçon sur ce qu'on devrait manger, je demande aux gens, bon bah alors, c'est quoi bien manger pour vous? Quels sont vos mots qui nous disent, ça résonne avec ce que je vous disais, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un bon repas dans un crous, ça n'a jamais été très défini, mis à part par quelques critères d'obligation, mais au fond, pour vous-même, peut-être aussi pour les repas que vous servez, c'est quoi les mots clés du bien manger? Ce que vous aimeriez pour considérer que vous avez bien mangé. Du goût. Quoi d'autre? Du confort. Du réconfort. Réconfort. Ça me va bien. Quoi d'autre? Que ce soit varié. Divers, du choix, des couleurs. Quoi d'autre? Ah, il faut que vous parliez plus fort. Rassasiant, bah oui. Non, mais c'est vrai, on n'a pas envie, quoi, d'avoir faim en sortant de table. Quoi d'autre? Digeste, merci. Encore? Équilibré. Quoi d'autre? Revigorant. Réconfort, revigorant. Des parfums. Du goût, des couleurs, les 5 sens, quoi. Hein? Et puis des textures aussi, on n'a pas envie de manger tout mou. On n'a pas envie de manger tout mou. Alors, quoi d'autre? J'ai pas entendu. Équilibre nutritionnel. Équilibre, on l'a dit. Nutri, ok. Je suis sûr que vous en avez 2, 3 autres. J'entends pas. Que ça soit bon, du goût. Quand vous avez dit les produits bio, c'est pas terrible, mais au fond, qu'est-ce que vous attendez d'un produit? Ah, j'entends rien. C'est trop confus. Je deviens sourd avec l'âge, je suis désolé. Des produits sains? C'est quoi des produits sains pour vous? Il y en a qui disent bio, mais moi j'ai entendu des centaines de fois des gens dire « Oh, du bio, je veux bien, mais alors pas du bio qui a fait 5000 km. » Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Donc la notion de proximité, on a envie que ça vienne de pas loin. Du local. Et puis dans les mots qui sortent beaucoup, j'entends beaucoup des produits frais. Des produits bruts plutôt que des produits transformés, additionnés, machin. Et puis j'entends aussi beaucoup de la convivialité, du partage. Je l'entends pas aujourd'hui, mais on n'est pas dans des conditions extrêmement confortables d'échange. Mais pourquoi je fais ça? Ben parce que si j'arrive et que je dis aux gens il faut manger bio, il faut manger végé, il faut manger ceci, j'ai les 3/4 qui se disent oh là là, ça va. Tu ne vas pas nous faire la leçon. On a déjà perdu tous les gens. Par contre, si je demande c'est quoi bien manger, j'ai les mêmes mots partout. Qui veut manger un truc indigeste? Qui veut du glyphosate dans son assiette? Vous voyez, moi j'ai entendu plein de fois des gens dire bah, moi, le bio, c'est une arnaque encore, et puis les produits ne sont pas toujours meilleurs. Mais si je vous mets 2 assiettes, là il y a du glyphosate, là il n'y en a pas, vous choisissez laquelle? On va toujours aller vers les mêmes choses, tous. Ça veut dire que c'est inclusif, ça veut dire que tous vos étudiants, puisque ça a été posé tout à l'heure la question comment impliquer nos étudiants, ben ils sont tous pareils, quoi.
Alors évidemment, ils aiment les burgers, ils aiment les pizzas, ils aiment plein de choses, mais quand on commence avec des gens qui deviennent adultes à poser ces questions-là, moi je vous dis, hein, des bio, des pas bio, des végétariens, des chasseurs, des urbains, des ruraux, tout le monde dit la même chose. Et d'ailleurs, on me dit rarement bio. Franchement, sur 1200 fois, je n'ai pas eu 10 fois bio. J'ai eu sain. Et puis, j'ai jamais eu, ou presque, végétarien. J'ai eu varié. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on aborde le sujet par un autre sens. Et ça, c'est, en tant que Crous, c'est un vrai angle de communication. C'est, on s'appuie sur des valeurs communes. Parce que quand on demande à tout le monde, et je l'ai même fait en Chine, j'ai eu les mêmes mots en Chine. On a une vision commune du bien manger. Il y a toujours des mots, là je vous les ai un peu arrachés, il y a toujours des mots qui nous parlent des produits. On n'est pas des magiciens, hein. Si on nous donne des produits pas terribles, des fruits pas mûrs, fussent-ils bio, des produits pas frais, des tomates, même bio, l'hiver, elles sont juste pas bonnes, et elles coûtent les yeux de la tête. Enfin, on a tous envie que les produits soient de qualité. On vit comme on vit, on a bien le droit, chacun ici a sa culture alimentaire, on fait ce qu'on peut, en fonction de notre histoire, de nos moyens. Mais si on nous proposait de mieux manger, on dirait déjà des mots sur les produits. Moi, je préfère la fille là, qui fait les fromages sur le marché, ils sont vraiment bons. Je préfère savoir d'où ça vient, etc., etc. On est assez d'accord sur le fait que bien manger, c'est déjà des produits de qualité. La deuxième chose, c'est que c'est pas le tout d'avoir des produits de qualité. C'est que, ouais, mais si c'est mal cuit, si c'est toujours trop gras, si c'est toujours trop lourd, pas équilibré, si c'est tout moche, tout gris, si c'est tout mou, ça nous va pas, quoi. Et donc la notion de préparation, elle est importante, et je vais sauter quelques diapos pour vous emmener voir une diapo intéressante. Voilà, je me suis trouvé avec mes collègues qui font de la formation en cuisine évolutive sur notamment pas mal de changements dans les façons de cuisiner, dans les restaurations sociales, et en particulier les protéines animales avec les modes de cuisson. Et ici, on a, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, l'impact de la cuisson elle-même sur un produit bio ou pas. Là, on a 2 rôtis de viande bio achetés cher d'un producteur local, volaille en plein air, rôtis de dinde. Et puis, à gauche, il y avait 2 fours dans la cuisine. Il y avait 2 rôtis identiques à 850 grammes à peu près. Et puis, il y avait 2 fours dans la cuisine. Et on a dit à quelqu'un, vas-y, applique-toi, fais du mieux que tu peux. Et la personne, elle a mis le rôti dans un plat. Elle a mis le four à 180, comme elle a toujours fait. Comme elle a appris en CAP, parce que cette année encore, il faudra faire cuire son rôti à 180 degrés dans les écoles hôtelières. Et puis, elle a ouvert 15 fois la porte du four. Bon, quand on ouvre la porte d'un four à 180 degrés, on a 60 degrés qui partent, on relance les chaudières. Ce n'est pas trop le cas pour ces viandes-là, mais on a des viandes qui éventuellement projettent du gras. Mais en tout cas, elle y a passé, même si c'était été plus vite à cuire à 180 degrés, elle a passé son temps à ouvrir, fermer, arroser avec le jus. Et elle n'a pas quitté l'affaire pour avoir à peu près 35% de pertes. Et puis à droite, il y a juste quelqu'un, la différence, c'est juste qu'elle a compris ce qu'elle faisait. Juste compris qu'est-ce que c'est que de cuire une viande. Bon, nous, on est de la viande. Nous, on est tous de la viande, là, dans la pièce. À 37 degrés, on est bien. À 39, c'est moyen. À 41, c'est très moyen. À 42, on est mort. Il s'est passé quelque chose dans nos tissus, dans nos protéines, qui est irréversible. Et si on pousse à 62 degrés, probablement, on sera gris. Et il y a donc une transformation des protéines. Et s'agissant d'un rôti de dinde, entre 65 et 68, c'est plié. La viande qui était rose passe à blanc. Et dès l'instant qu'on va dépasser 68-70,
la protéine contracte, le jus sort. Le jus qui sort, bah, c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'on a achetée au prix de la viande bio ou au prix de la viande. Voilà, là à droite on a 16% de perte, on a de l'ordre de 18% entre les deux de différence de poids. La différence là, c'est que le rôti a été posé sur grille avec un bac en dessous pour récupérer quelques sucres. Et on voit le petit trou de la sonde qui a été mis dans le rôti. Et le rôti a été mis, bah, il sortait du frigo, il était à 3 degrés. Et puis la personne, elle a mis la sonde, elle a mis son four à 100 degrés, qui consomme beaucoup moins que 2 fois moins qu'à 180 degrés. Eh ben, elle a été faire autre chose. Elle a été faire autre chose et puis elle est venue voir, tiens, je suis rendu à 37, tiens, je suis à 53, ah ben 64, 65, je sors mon rôti, je le couvre, entre les couches extérieures qui sont plus chaudes et le milieu qui est encore à peine, les calories vont pendant une demi-heure s'homogénéiser et on a un rôti que quand tout le monde goûte ça, avant même que ce soit du bio, tout le monde dit « Oh, ta viande, aujourd'hui, incroyable !» Et les gens, sur le poulet rôti du dimanche, qui mangent les blancs pendant que les autres mangent les cuisses, hein, ça existe dans toutes les familles, ça. Ben, quand vous leur faites, qui aiment bien les blancs bien secs, et quand vous leur faites goûter des blancs qui sont restés extrêmement juteux, moelleux, ils ne reviennent pas aux blancs secs. Ils n'y reviennent pas. Et la différence, c'est effectivement presque 20%. Et j'ai quand même eu devant moi des cuisiniers de collège qui me disent « Mais tu sais, Gilles, depuis qu'on a appliqué les méthodes, ben, avant j'achetais 58 kilos pour mes collégiens, maintenant j'en achète plus que 48 kilos et j'en ai autant dans l'assiette. » Donc peut-être que déjà sur les aspects écologiques, d'économie, etc., apprendre à cuire nos viandes, ça changerait la donne, mais aussi manger moins de viande en tant que société, acheter le prix d'une vraie viande, et du coup, ce que disent les cuisiniers qui disent ça, qui constatent ça, c'est bah, on est passé à des viandes label. On est passé en label rouge, etc. Alors pourquoi je vous montre ça? Bah parce qu'on en était là, et que si on met en face des bons produits ou des produits qu'on essaye d'améliorer en qualité, une réflexion sur la manière dont c'est transformé, est-ce qu'on a besoin de remuer? Est-ce qu'on a besoin de... Moi, je suis sans arrêt là, alors avec des particuliers, quand je leur demande de faire revenir des oignons au début d'un plat, ils sont là, ils remuent. Je dis, pourquoi tu remues? Ah bah parce que ma mère, elle remuait. Ou alors, pour pas que ça attache, mais mon gars, plus tu remues, plus ça attache. Plus tu déshydrates ton oignon, et plus il accroche. Mets un couvercle, va faire autre chose. Mets un peu de sel pour que le jus sorte, le jus va s'évaporer tranquillement, ton oignon il va compoter, il va devenir super sucré, et tu vas tout changer. Et un autre petit truc, j'ai évoqué avec les cuisiniers avec qui on a préparé les plats ce matin, la cuisson à l'étouffée. On n'en a pas fait parce qu'on a fait d'autres préparations là. Mais la cuisson à l'étouffée, c'est la même histoire. C'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un légume. Vous voyez, un légume, dans ma main, j'ai une carotte. Une carotte. Qu'est-ce qu'il y a dans une carotte? De l'eau, 87%. Dans une courgette, 95%. C'est plein d'eau. Mais c'est de l'eau qui tient debout grâce à des fibres. Ces fibres, la pectine, la cellulose, vont ramollir, gélatiniser d'une certaine manière, à partir de 80-85 degrés. Bon, bah, soit on les trempe dans l'eau à 100 degrés, puis ils vont cuire, mais ils vont perdre des nutriments, soit on les sort de l'eau et on les met dans la vapeur, ils vont cuire, mais c'est assez moyen, parce que gustativement, c'est très neutre, la cuisson vapeur. Soit on les étouffe, on les enferme dans un fait-tout, un rondeau, une sauteuse, des plaques fermées en four mixte. Et quand vous avez une concentration de morceaux de légumes qui contiennent tous 90% d'eau en moyenne, enfermés dans un récipient et que vous mettez de la chaleur et un peu de sel, ça produit du jus. Ça produit son jus, extrêmement savoureux, ça produit de la vapeur et ça cuit avec zéro geste, zéro perte.
Et des goûts qui surprennent tout le monde. Et moi, j'ai mon premier cours de cuisine en 87. J'ai fait une jardinière comme ça, avec oignons, fenouil, un petit peu de légumes fruits, un peu de légumes racines et un peu de légumes feuilles. Et j'étais stupéfait de la réaction des gens. Ah ben, il n'y a même pas besoin de mettre de beurre. Et pourtant, l'idée, c'était pas de se priver. C'était juste d'avoir quelque chose qui fait que on a des méthodes, peut-être, dans les préparations. Pareil, quand j'ai en formation des poireaux et que je dis rien, je suis sûr que j'ai 20%, 25% du poireau qui part à la benne. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez des nutriments. Plus je vais vers la pointe du poireau, plus j'ai de sels minéraux. Plus j'ai de sels minéraux, plus j'ai du goût dans ma cuisine. Ben moi qui fais de la cuisine où j'ai pas la viande, professionnellement, vous voyez, la cuisine végétarienne, ben, je traque tous les goûts. Je suis super content de garder le goût du poireau, et quand je garde 20-25% de plus que la moyenne des gens, ben, je paye assez vite le surcoût d'un poireau local. Et ce que je voulais juste vous montrer avec ces deux premières billes, ces deux premières bulles, c'est la résonance entre la qualité des produits et notre capacité d'avoir des produits de qualité si on questionne nos façons de cuisiner. Mais bien manger, vous l'avez dit aussi, c'est que ce soit varié. Bah, les fruits et légumes. Alors, vous avez des jeunes qui arrivent à l'université à Grenoble. Ils ont grandi dans des familles, pour certains, où il n'y avait pas plus que 7 à 10 sortes de fruits et légumes dans l'année. Il y avait toujours de la carotte, il y avait toujours de la tomate, il y avait toujours, je sais pas, de la salade, du concombre, des haricots verts, enfin, il y avait toujours les mêmes. Et 2-3 fruits, la pomme, l'orange, etc. Et c'était ça. C'est comme ça. Ben, moi, je ne fais pas de jugement là-dessus. Mais il y en a aussi qui ont grandi dans les familles où il y avait un potager, où peut-être les parents allaient au marché. Ces jeunes-là ont grandi avec beaucoup plus de sortes de sensations, de capacités gustatives, beaucoup plus d'apports nutritionnels. Et puis, entre produire tout le temps le même légume toute l'année pour qu'on mange tout le temps les mêmes, notamment pendant 6 mois des tomates qui ont 0 goût, parce que tu comprends, ils veulent de la tomate, c'est quand même dommage. Et l'idée, c'est qu'au fond, remettre plus de diversité, tout le monde considère que c'est un plus. De même que pour les bien préparés, des bonnes textures, tout le monde est d'accord. Vous voyez, tout le monde est d'accord sur cette vision du bien manger. Des corps gras, des féculents variés, très bien. Quand je leur ai parlé ce matin du millet ou du sarrasin qui sont dans mes petits pots là, c'est pas pour dire ouais, on a fait une formation bio, alors tu comprends, on a mis des graines, c'est branché, c'est sympa, mais non. C'est que les patates, les pâtes, le riz, le pain, c'est bien. Mais si de temps en temps il y a aussi des haricots, de temps en temps il y a aussi du millet, il y a aussi, à chaque fois, ça diversifie les nutriments et l'éducation au goût. Tout ça, c'est plutôt positif de mettre cette variété-là. Et puis, c'est pas le tout. Ah là, si, il y a quand même les sources de protéines. Et pour ceux qui avaient peur des carences, je leur expliquerai très rapidement tout à l'heure l'histoire des protéines végétales, parce qu'il y a toujours cette idée que, tu comprends, grosso modo, les protéines, c'est la viande. Et puis les autres, méfiance. Et pourtant, on voit des pays où il n'y a jamais de viande, il n'y a pas beaucoup d'œufs, où il y a un peu de produits laitiers, et on mange du riz et des lentilles. 500 millions d'Indiens, c'est leur seule source de protéines, et ils ont des yeux, des cheveux, ils font de l'agriculture sans tracteur, ben ils ont quand même de l'énergie, ils ont des muscles, et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans cette capacité de mettre de la variété. Mais c'est pas le tout. Tu peux bien me mettre des bons produits, tu peux bien me les cuisiner aux petits oignons, à basse température, tout ce que tu veux, tu peux me mettre de la variété, mais tu comprends, moi, si j'ai pas de plaisir, si je comprends pas ce que tu me sers, si tu m'obliges à « aujourd'hui t'as rien »,
c'est végétarien, mais tu as quand même payé. Si c'est, tu comprends, super équilibré, super bien, mais c'est tout le monde en 10 minutes devant son écran d'ordinateur tout seul, ça ne correspond pas à notre idée du bien manger. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et si on y passe sa vie non plus, ce n'est pas vivable. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose là qu'on partage tous. Et dans notre problématique, les questions que vous avez posées au départ, il y a vraiment un truc qu'il faut qu'on ait absolument conscience. C'est qu'on ne peut pas décréter des changements dans l'alimentation des gens. La première chose, et ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé c'est quoi bien manger pour vous, c'est déjà de commencer par s'appuyer sur la vision commune plutôt que de faire la leçon. Pour des raisons que je vous ai dit, tout le monde est mangeur expert, donc on ne vient pas faire la leçon aux gens qui mangent mal, ça ne marchera jamais. Et ça marchera d'autant moins qu'on a un problème. On a un problème, c'est qu'on est des êtres humains. Garçons ou filles. Et puis, il y a des aliments en face. Alors, les aliments, bon. Un être humain, un mangeur expert, en face, quelque chose qu'il ne connaît pas, blocage. Ça s'appelle la néophobie alimentaire. C'est un mot un peu savant. Vous inquiétez pas, on a presque fini. Je vais vous emmener faire les dégustations là, dans 10 minutes. La néophobie alimentaire, ça veut dire quoi? Vous savez ce que c'est qu'une phobie? Il y en a qui ont peur des araignées. Si vous leur mettez sous le nez, ils peuvent s'évanouir. Il y en a qui ont peur de la foule. Ils peuvent s'évanouir au milieu d'une foule. Dans les enfants les plus sensibles, la néophobie alimentaire du jeune enfant, de 1 an et demi à 9 ans, les plus sensibles peuvent s'évanouir si on leur met dans la bouche un truc qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est une propriété des êtres humains, parce que c'est une propriété de toutes les espèces omnivores. Si vous étiez herbivore, imaginons que vous soyez un petit veau, vous tétez la mer, direct vous allez à l'herbe. Si vous êtes carnivore, vous êtes un petit chat, vous tétez la mer, direct quand vous allez voir une souris, vous allez lui faire la peau et la dévorer. Mais si vous êtes omnivore, jusqu'à 1 an et demi, les besoins sont tels que vous pouvez faire tout avaler à un bébé, mais au bout d'1 an et demi à peu près, les bébés commencent à dire bah, vas-y, t'as jamais goûté? J'aime pas. Bah, juste une petite bouchée. J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Parce que j'aime pas. Incapacité de mettre des mots, c'est juste le refus de l'aliment inconnu. Mais c'est valable à tous les âges de la vie. Hein. Pour ceux, il y en a peut-être qui ont travaillé un jour dans un EHPAD. Dans les personnes âgées, ils ne veulent pas de maïs en grains. Ils ne sont pas des poules. Ils veulent des patates, ils ne veulent même pas de riz. Vous voyez? Tous les stades de la vie. On est mangeur expert. Les néophiles, c'est très rare. On a tous des certitudes, et ça, tu comprends. Et qu'est-ce qui fait qu'on juge? Le premier sens, c'est la vue. Mais c'est aussi les mots. Si vous commencez par définir un plat par l'absence d'un aliment, ou déjà, tout simplement, bio. Aujourd'hui, c'est bio. Mais moi, je connais plein d'endroits. Ah, c'est bio. Ah. Pour des jeunes, en milieu rural, surtout s'il y a des parents agriculteurs conventionnels, c'est plié. Vous, si vous deviez inviter des amis à manger chez vous, vous avez préparé à manger, vous voulez leur donner faim, vous voulez les allécher. Tiens, viens, je t'ai préparé. Vous leur dites pas ce qu'il n'y a pas. Si vous dites ce qu'il n'y a pas, vous avez déjà perdu. Vous allez être obligé de justifier à n'en plus finir. Bah ouais, mais d'habitude, il y a la viande. Bah ouais, mais on a payé. Bah ouais, mais... Ah non, le climat. Ah là là, la santé. Ah là là, non.
Ça ne marche pas. Et donc, la vraie question, c'est comment... Alors, la réponse à la néophobie alimentaire, c'est que les espèces omnivores ont besoin d'une médiation. Passé l'âge nourrisson, ils vont toujours aller vers des aliments non connus s'ils sont accompagnés par un référent. Pour les enfants, aujourd'hui, en primaire, toutes les actions de potager pédagogique pour goûter des légumes, d'ateliers de cuisine, des contes. Moi, j'ai fait des expériences, si j'ai le temps tout à l'heure, je vous raconterai. J'ai fait des expériences pour 600 enfants dans des écoles primaires, que des plats qu'ils n'avaient jamais mangés, que des noms de contes qu'on venait de leur raconter. Ben, ils ont tout torché. Jack et le haricot magique, la princesse au petit pois, le conte de Chichelin en Italie, un bonhomme pois chiche à qui il arrive plein d'aventures. Et tout de suite, l'aliment prend du sens. Mais quand on annonce « aujourd'hui, t'as rien », la personne qui s'identifie comme quelqu'un qui aime la viande dit « mais attends, moi j'ai pas envie de ton régime là, j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie, t'es en train de me nier dans ce que je suis ». Alors qu'il y aurait peut-être d'autres manières de faire. Et ce que je vais vous proposer, dans les 5 minutes avant la dégustation, c'est juste vous raconter comment je fais avec les groupes de cuisiniers, cuisinières, alors tout type de restauration, mais aussi avec le grand public, y compris quand j'ai des éleveurs en face de moi. C'est comment on fait. C'est d'abord la question que j'ai posée tout à l'heure, vous voyez, hein, l'histoire que protéines égale énergie égale muscle, c'est dans la tête de tout le monde. Et je dirais 80%, sauf ceux qui sont dans des professions de santé, à peu près 80% des étudiants sont convaincus que les protéines, c'est pour les muscles. Et s'ils font du sport, tu comprends, ça ne va pas le faire. Alors, je force le trait parce qu'aujourd'hui, les repas végétariens sont un peu plus acceptés chez vous, mais globalement, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Vous voyez, on a des sources de protéines animales à droite, et puis à gauche, des sources de protéines végétales. Et donc, pour avoir tous les jours, hein, parce qu'il y a aussi les produits laitiers, on voit le fromage frais à droite, pour avoir tous les jours les produits de droite, comme on a l'habitude depuis les 30 Glorieuses, depuis les années 60, il faut produire beaucoup de ce qui est à gauche pour nourrir des animaux. Et donc l'idée, c'est plutôt de se dire, attends, on va arrêter avec le délire de l'obligation du sans viande, on va comprendre que le message, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de réenrichir les repas des étudiants avec une plus grande variété alimentaire et de trouver une forme à donner à ces aliments de gauche qui nous permettent d'acheter des viandes de qualité à droite. Alors moi, je commence à raconter des histoires, je l'ai fait ce matin, je pourrais le faire tout à l'heure avec ceux qui viendront autour de la table. Je commence à raconter des histoires autour de ces pots de graines. Les petits haricots avec un point noir, les black eyed peas, le millet, les fèves, le sarrasin qui arrive de Chine il y a quelques milliers d'années, qui descend par la route de la soie en Afrique et qui remonte chez nous en Europe par l'Espagne pour arriver chez les Bretons, bien fiers de leur galette, ben on le doit, parce que c'est une graine qui a la peau noire, on le doit aux populations qui avaient la peau noire. Cette graine s'est appelée Sars dans les pays du Maghreb avant de remonter chez nous, et ça s'est appelé sarrasin. Messire les sarrasins, c'est ces graines avec une peau noire. Et puis, on peut raconter plein d'histoires. Et pourquoi c'est important de raconter des histoires ? Il y a un anthropologue qui a dit un jour, pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser. Vous voyez ? Un repas sans, c'est un repas insensé. La question, c'est comment on donne du sens aux aliments. Et si on ne fait pas des histoires sur ces aliments, si on n'emmène pas des étudiants à découvrir qu'on peut se faire des trucs en 2-2 dans la petite cuisine partagée de la cité, à côté le soir qui coûte que dalle, avec des flocons d'avoine ou des haricots, là on commence à créer d'autres choses que « Ah, ça c'est du repas sans viande, hein. Puis moi je ne suis pas une poule, je ne mange pas des graines. » Vous voyez, c'est des aliments sans identité, si on n'accompagne pas ça par des récits. Et alors voilà, je n'ai pas le temps malheureusement, mais je pourrais m'amuser, ceux qui veulent, à vous raconter des histoires. Pourquoi les pois chiches ont une pointe ?
la petite pointe du pois chiche. Les lentilles, pourquoi en Italie, il est là, Salvatore? Est-ce qu'on ne met pas des lentilles au repas de réveillon en Italie? Pourquoi est-ce qu'on met des lentilles? C'est la fortune. Ben oui. Ah oui, vous n'êtes pas loin de l'Italie. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, les légumineuses, c'est tout ce qui pousse en gousse, avec des graines à deux moitiés. Donc je demande aux gens de me mettre toutes les légumineuses dans un coin, et puis ensuite de mettre les céréales, tout ce qui pousse en épis ou en grappes, de l'autre côté de la table, et puis il y a aussi tout en haut des graines plus oléagineuses, le sésame, les courges, le tournesol. Et puis à droite, vous avez du boulgour, du sarrasin, du millet, du quinoa, différentes choses qui sont des féculents de base dans tous les pays, quoi. C'est ce qui pousse le plus facilement, les graminées, qui représentent souvent 3/4 de l'alimentation féculente de ces pays-là, sous forme de pain, de galettes, de pâtes. Et puis, on commence à se dire, ben ouais, mais on ne sait pas comment les servir à nos étudiants, ces sacrées graines. Et je continue de raconter des histoires. Hein. Mr Bean, quand je fais des burgers avec des haricots, c'est tout con, hein. Vous prenez 40% de légumes cuisinés avec du goût, vous prenez 30% de haricots, vous mixez tout ça en une purée un peu molle, vous pouvez mettre un peu de fromage ou un petit peu d'huile avec, pour que ce soit un peu plus onctueux. Et puis vous mettez derrière soit 30% de riz ou 30% de flocons d'avoine, et ça vous fait un appareil épais avec lequel vous pouvez faire des burgers, des boulettes, des choses extrêmement simples à faire. Avec je connais des restaurations où ils font ça pour 1000 ou 1200 en plaques, qui coupent au carré. Et ça s'appelle Mr Bean Burger. Parce que Mr Bean, c'est Monsieur Haricot. Et puis on découvre que les pois chiches, c'est des légumineuses. Ça pousse en gousses, avec des petites gousses à 2 pois chiches. Que les lentilles, ça pousse en gousses, avec des petites gousses à 2 lentilles. Mais qui sait ça? Vous voyez, c'est des mots qui n'ont aucune identité alimentaire dans la tête des gens et dans l'imaginaire des gens. C'est pour ça qu'une étape clé, c'est de raconter des histoires. Ensuite, le soja, je passe dessus, les céréales, etc. Et une fois qu'ils ont identifié ça, que j'ai raconté des histoires, je rassemble. Riz, lentilles, il y a des concepts de restauration rapide en Égypte, où on a des boîtes avec du riz, des lentilles, des légumes, du riz, des lentilles, des légumes. Ça s'appelle kochari. En Inde, mélanger du riz et des lentilles ensemble avec des légumes et des épices, ça s'appelle kichari. Mais tous les pays entre les deux, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, le Proche-Orient, on associe souvent dans boulettes ou dans différentes préparations le riz et les lentilles. Et on voit le boulgour et les pois chiches à côté, donc voilà bien un point commun entre Israéliens et Palestiniens, de manger des boulgours et des pois chiches. Ensuite, du maïs et des haricots. Ensuite, des pâtes. Et c'est pas très loin de chez vous, l'Italie. Les minestrone. Vous voyez, des mélanges de haricots et de pois servis dans des bouillons avec des pâtes. Ça nourrit des populations, historiquement, qui ont fait des travaux beaucoup plus durs que maintenant et qui mangeaient 3-4 fois moins de viande qu'aujourd'hui, mais leur source de protéines, c'était les nouilles et les haricots avec un peu de viande dans le bouillon. Franchement, amener le repas végétarien comme une privation, un renoncement utile au climat, c'est vraiment con, parce qu'on pourrait se reposer sur les cultures alimentaires du monde. Et là, on aurait une vraie identité. Sans copier, on n'a pas besoin de dire que c'est un steak qu'on va faire. Après, vous avez la farine et les mogettes. Moi, je viens de l'Ouest et du pain sur lequel on tartine des haricots tous les jours en Vendée, Charente, dans les campagnes, jusqu'à la moitié du XXe siècle, tous les matins. Des haricots tartinés sur du pain. Et les familles d'éleveurs ne mangeaient de la viande que le dimanche. Et un peu de cochon dans la soupe le soir. Vous voyez ? Mais c'était pas mieux avant. C'est juste que c'était des alimentations où on ne manquait pas d'énergie, on ne manquait pas de protéines. Elles nous arrivaient différemment. Et on a juste besoin aujourd'hui de se dire, mais après tout, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Et pour finir,
du riz et du soja, de grande association de l'Asie. Et on pourrait faire vraiment le tour du monde, parce que là, je vous ai parlé que des associations céréales légumineuses, mais il y a aussi énormément de régions du monde où l'association, c'est céréales avec un peu de viande ou de poisson, ou céréales avec un peu d'œuf. Ou au contraire, haricots avec un petit peu de viande ou de poisson. Mais vous voyez, le cassoulet, je l'ai dit ce midi parce qu'il fallait quand même l'entendre, ça. La cuisine française. Et on va passer à la dégustation tout de suite. Je peux te demander, David, de sortir les tartinades? Merci. Ah ouais. On est sûr aujourd'hui que si on met un petit peu moins de cochon dans le petit salé, ou un peu moins de saucisses dans le cassoulet, ou un petit peu moins de viande ici ou là, on a vraiment, nous, les cuisinières et cuisiniers, l'impression de gruger les mangeurs. On a l'impression de les gruger. Mais ça n'existe pas, ces plats-là, tels qu'on les a faits depuis le XXe siècle. La bolognaise. Merci d'avoir parlé de la bolognaise. La bolognaise, qu'est-ce que c'est devenu depuis 30 ans? Puisqu'on a des surstocks de viande au niveau de l'Europe. Ben, c'est devenu une bouse dégrainée de bœuf à la tomate. Ça n'a jamais été ça, la bolognaise. La bolognaise, c'est une sauce aux légumes avec un peu de viande associée aux pâtes, et ça vous a fait des mastards qui ont construit les palais de la Renaissance en Italie. Vous voyez, avec 2-3 fois moins de viande. Alors, la diapo, on en mange 2 fois plus qu'il y a 60 ans, c'est pas vrai. On en mange 2 fois et demi plus qu'à la fin du 19e siècle. On est passé de 40 kilos par an et par habitant à 90 kilos dans les années 90. Et depuis les années 90, ça ne fait que baisser. On est à peu près à 80 kilos. Je veux bien que tu mettes que les gâteaux là, et puis le reste là. Et j'y suis presque. Donc, le cassoulet, qu'est-ce que c'était historiquement? Ça n'a jamais été plein de viande comme ça l'est depuis 100 ans. Escoffier a pris les versions les plus riches et les plus bourgeoises des plats locaux. Il vous a dit la ratatouille, c'est des courgettes, des aubergines, de la tomate et du poivron. Mais non, la ratatouille, c'était les restes de légumes qu'on mettait dans le four à pain, qui devenaient très sucrés en déshydratant et qu'on mélangeait ensemble dans le rata. C'est ça une ratatouille. Alors c'est intéressant avec les légumes d'été parce que au début c'est plein de flotte et quand ça cuit séparément, ça devient tous très sucré et ça fait des très bonnes ratatouilles. Mais ça c'est pour les légumes, la ratatouille. Mais les cassoulets historiques, vous savez ce que c'est le cassoulet historique? C'est un gratin de haricots qu'on met dans le four à pain dans lequel il y a un peu de canard. Un peu de canard. Et toutes les bouchées ont goût de canard. Parce que le haricot est un capteur de goût incroyable. Donc, grâce à nos collègues là, David et Salvatore, je vais vous inviter maintenant, si vous voulez, au point où on en est, là, je suis très bavard, alors je pourrais continuer pendant une demi-heure, et je vais vous endormir au bout d'un moment. Du coup, ce que je vous propose, c'est un petit temps de dégustation. Je vais vous demander de passer d'abord du côté du sucré, du salé, avant d'aller au sucré. Et après, pour conclure, en un quart d'heure, 20 minutes, d'abord, je vous dirai ce que vous avez mangé. Et je vous expliquerai un peu plus, ou peut-être on en aura déjà causé un peu autour des tables. Et je vous proposerai quelques réactions par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ça va ? Bon, ben, approchez-vous.
Alors je commence par la fin, les gâteaux, c'est pas des recettes, c'est une méthode qui consiste à travailler à partir d'une purée de haricots sucrés, ou de pois chiches sucrés, ou de lentilles. Et j'ai fait remarquer aux cuisiniers qui étaient présents ce matin, on a fait comme ça une purée de haricots avec du sucre, on a mixé, et tout le monde a dit, mais on dirait de la châtaigne, on dirait de la purée de marron, de la crème de marron. Et en effet, tous les légumes secs, ça vous fait une matière onctueuse, quand c'est comme ça en purée, quand c'est cuit, hein, en purée avec un peu de sucre mixé, voilà. Et comme c'est une matière extrêmement onctueuse, eh ben, ça nous a permis de mettre à peu près 30 à 40% moins de matière grasse dans les gâteaux. Pourtant, vous voyez, ils sont fondants et onctueux. De mettre du bon pur cacao plutôt que des chocolats pâtissiers minables, comme on a souvent, parce que dans les budgets, on prend souvent forcément les meilleures qualités. Et donc, vous avez une purée de haricots sucrés, des œufs, 30% moins de beurre que dans un gâteau classique, et puis du cacao et un peu de levure. Et ça fait ce que vous avez là, et ça se fait pour 200, 500 ou 1000 d'un coup de girafe. Et c'est un concept qu'on a décliné en gâteau au citron, en mettant, pareil, une purée sucrée de pois chiches avec... mais on l'a pas fait à part, on a mis directement les pois chiches, le sucre, les œufs entiers, la matière grasse, on a mis de l'huile pour changer du beurre, pour varier la diversité, hein, c'est toujours ça qui nous intéresse, la diversité. Et parce qu'on n'est pas malade de manger du beurre, on est malade de manger trop de beurre. Et donc on l'achète pas cher quand c'est trop. Et du coup, et puis un peu de fécule à la place de la fécule de cacao, de la fécule de maïs. La maïzena, qui, comme elle n'a pas de goût, on a mis du zeste de citron et on a ponché le gâteau avec du jus de citron. C'est donc un fondant pois chiche citron qu'on peut faire à l'orange, qu'on peut faire sucré au miel, qu'on peut faire à la place de la fécule avec des poudres de fruits secs, amandes, noisettes, noix de coco, et faire comme ça des gâteaux à base de légumineuses qui font arriver les protéines végétales par le dessert. Mettre moins de viande, peu de viande, pas de viande dans un repas, ça n'oblige pas à mettre plein de légumineuses et plein de céréales dans le plat principal. Ça peut très bien être un gratin de pâtes, un peu de légumes, et puis des crudités, et puis un gâteau comme ça au dessert, et la protéine viendra compléter les pâtes par le dessert. À l'inverse, dans ces préparations-là, vous avez des rillettes de poisson, dans lesquelles, contrairement aux méthodes traditionnelles de cuisine française, où on met 70% de poisson, pour 30% de beurre ou de crème ou de maillot ou de Saint-Moret, là, on est descendu en dessous de 30% de poisson, 28% de poisson pour la sardine, 20% pour le haddock, la rillette du capitaine Haddock, avec une part de poisson très modérée, mais du haricot ou du pois chiche ou de la lentille qui prennent tout le goût. Et on gruge personne, on enrichit l'alimentation des jeunes. Quand on fait ça avec les légumineuses, on peut payer le prix d'un poisson label, d'un éleveur local de qualité, parce que quand on comprend comment ces rillettes de poisson nous ont permis de faire des rillettes extrêmement économiques et plutôt bonnes, vous pouvez encore améliorer gustativement, parce que là, j'ai pas fait un concours gastronomique ce matin, j'ai plutôt montré des pistes. Vous pouvez comprendre aussi que dans une bolo, la fameuse bolo à 100 grammes de viande hachée par personne, qui est un espèce de truc qui n'existe pas, qu'on s'est inventé collectivement depuis que la viande hachée est en surstock au niveau de l'Europe, c'est vraiment un truc qui n'existe pas, et de se dire, et je connais plein de cuisiniers en France, collège, lycée, et je pense que ça arrive au Croûte de Versailles maintenant, qui font des bolos avec 2,5 fois moins de viande, sans spécialement que ce soit le jour végé. Alors pour les végés, c'est que les lentilles avec la garniture aromatique, la tomate, bien fait, avec les épices dans la matière grasse, et puis la version normale, on va dire, avec la viande, c'est de la viande label, il y en a 2,5 fois moins, et on l'a mis cru dans la bolognaise végétarienne, parce que la température de la bolognaise suffit à amener la viande à 63 degrés. Et pour 100 grammes de viande hachée, on a 100 grammes dans la bolo, plutôt que de la sécher à part, pour rien, pour avoir une viande sèche avec du collagène caoutchouteux, et finir tout ça dans la bolo, que ce soit pour les parmentiers et tout ça, on arrête ce genre de choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui sont des croyances héritées d'une certaine vision de la gastronomie,
où tu comprends si tu fais pas comme ça, t'es pas dans la tradition. Mais ça n'a pas de tradition de mettre autant de viande. Vous voyez, ça n'a pas de tradition. Et derrière ces plats-là, notamment les plats où on va mettre moins de viande, comme par exemple, je crois qu'il y a une fiche technique de bourguignon qui tourne avec des haricots en ce moment. Le haricot pot et demi pour lier la sauce. Hein. Il n'est pas forcément en tant que tel entier avec les morceaux de viande dans une viande en sauce comme ça. Ce que vous pouvez regarder quand vous voyez ce plat-là, c'est un éleveur qui commence à gagner sa vie. Parce qu'au lieu de mettre toutes ces surfaces pour faire beaucoup de vaches, qui va vendre des pâquerettes quand elles seront à la retraite pour faire du sauté de Holstein, vous pouvez avoir une viande race à viande, moins, mais l'éleveur, il a aussi des parcelles dédiées à faire du haricot ou de la lentille, et il gagne beaucoup mieux sa vie. Et vous pouvez mettre une viande label avec des vaches qui vont à l'herbe et qui ne nuisent pas au climat. Les vaches, les ruminants, c'est des animaux extraordinaires. C'est parce qu'on les nourrit maïs, soja qu'on nuit au climat. Mais dans vos régions de montagne, les vaches, elles sont bien à leur place, quoi. Elles sont bien à leur place. Mais il faut leur donner une place raisonnable, quoi. C'est pas un droit d'avoir un morceau de viande de 100 grammes dans l'assiette, sinon je n'ai pas à manger. C'est un espèce de délire, des repas festifs. Bah, super, quand c'est la fête, on y va, on se lâche. Mais quand c'est tous les jours, c'est dramatique. Vous voyez, c'est con quand même. Et arrêtons de faire de la privation et remettons cette richesse. Dernière chose, la mayo, c'est 4 fois moins de gras que dans une mayo classique. Hein. La mayo classique, œuf, moutarde, huile. Bah, c'est pas fait pour nourrir. Mais depuis les années 60, c'est Disneyland. Donc la mayo est partout. Et comme on ne va pas faire avec le risque de l'œuf des maillots partout, bah, on achète à des industriels qui se rincent. La valeur ajoutée, elle est partie dans l'industrie. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'une émulsion du haricot avec l'huile, 50% de haricot, 25% d'huile. Comme on en met peu, on peut mettre des bonnes. Parce que dans la mayo classique, essayez un jour de mettre une bonne huile de tournesol, une bonne huile de colza, c'est immangeable. La mayo, la conception de la mayo, je crois qu'il faut aller chercher encore du côté d'Escoffier, c'est une sauce qui nous oblige à avoir des huiles traitées industriellement. Sinon, c'est pas mangeable, c'est inavalable. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, je le fais souvent, je montre avec colza, tournesol, olive, hein, c'est dans le plan national nutrition santé, 5 fruits et légumes, faites des vinaigrettes, des sauces à plusieurs huiles, oméga 3, 6, 9. Vos étudiants, ils ont besoin d'avoir des bons systèmes nerveux pour pallier au stress et avec tout ce qu'ils doivent apprendre, ils ont besoin d'oméga 3. Ben, on met une huile de colza locale, il y en a par ici, hein, tournesol local, émulsionné avec 50% de haricots, 25% d'huile, 25% échalote, moutarde, vinaigre. Ben, évidemment que c'est différent d'une mayo, mais la mayo classique pleine d'huile, ça va le dimanche avec les langoustines. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça devrait pas être au quotidien. Vous voyez, c'est con d'avoir des problèmes, à faire la leçon aux gens qui mangent pas assez de légumes et pas assez de sautilles, et de se gaver d'une sauce qui n'a aucun sens à être au quotidien. C'est dommage. Et voilà, alors malgré moi, je pars dans le prêche, et donc je voulais juste partager tout ça avec vous. Est-ce qu'il y a quelques mots de réaction par rapport à ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que ça vous dit, ce qu'on s'est dit là ce matin, cet après-midi? Moi, j'ai une petite question. On fait comment sur notre savoir-faire culinaire, ce qu'on a appris dans les écoles hôtelières, avec ce que nous expliquez aujourd'hui? Eh ben, vous allez faire aujourd'hui, vous faites 100% école hôtelière. Ben, vous allez faire un peu de ça et un peu de ça, et à la fin, vous en savez vachement plus qu'avant. Moi, je viens pas dire, je me permets de critiquer Escoffier, parce qu'on voit bien quand même que c'est pas très génial quand on fait 500 couverts de cuire les viandes à 180 degrés. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas possible, quoi. Donc c'est de ce point de vue-là. Nous, ce qu'on fait avec les collègues, vous avez vu le petit logo cuisine nourricière, c'est qu'on pense qu'à côté de la gastronomie des chefs, super, fierté française, il faut qu'on reconnaisse
les gens qui font des milliards de repas, c'est vous, quoi. C'est vous qui faites la santé des jeunes, c'est vous qui faites l'éducation des jeunes, c'est vous qui faites l'agriculture, parce que vous faites des millions de repas, quoi. Et simplement, la proposition, c'est de dire, bon, bah, il y a quand même des choses qui sont pas très qualitatives dans ce qu'on a appris en CAP. On va voir peu à peu à changer un peu les lignes. Peut-être cuire les viandes sans les rissoler, parce que c'est une illusion de penser qu'on va avoir des meilleures viandes quand on les rissole pour 500 couverts. C'est pas vrai. Partout, on peut vous faire cette expérience d'une viande en sauce pour 200, 500 ou 1000 qui est meilleure parce qu'on ne l'a pas rissolée. C'est du temps perdu, c'est du gras dépensé pour rien. Vraiment. Et vous en faites des cuissons de nuit, certains le font. Ouais, donc vous avez déjà avancé là-dessus, de toute façon. Ouais. Non. Et puis, non, c'est juste enrichir le métier. C'est un peu des messages qu'on voulait passer avec Franck et Catherine, c'est que l'idée aujourd'hui, elle est vécue comme une contrainte, Egalim, mettre du bio, mettre du machin, enfin, c'est toujours des contraintes en plus. Alors que peut-être vous avez vu qu'aujourd'hui, on pouvait avoir un autre regard et que peut-être on va enrichir le métier et avoir les moyens de mettre plus de meilleurs produits. Et là-dedans, il y aura du bio, mais il y aura aussi des produits labels, il y aura aussi des produits qu'on estime intéressants parce que ça vient du territoire et que le gars qui est sur le plateau là-haut, il ne va pas payer une certification bio pour être avec des vaches à l'herbe. Bah, très bien, moi ça ne me dérange pas. Vous voyez? D'autres réactions? Non? Bon, si, quand même. Un mot. Nadji. Allez, vous la fin. Un mot. Moi, ce qui me plaît, c'est... Non, j'ai un mot. Moi, ce qui me plaît, que ce que vous avez traité à Montpellier, c'était toutes ces techniques de remplacement des produits qui nous paraissaient incontournables, hein, crème fraîche et compagnie, et ça donne des produits un petit peu bluffants. Et ça, c'est ça ce que j'aime. Et tout en étant goûteux. Des bavarois aux fruits, voilà. Au yaourt, ça a beaucoup plus de goût qu'à la crème fraîche. Exactement. Beaucoup plus de goût. Vous voulez du goût? Arrêtons de mettre de la crème fraîche partout. 1 litre de crème fraîche, 10 litres de lait. Comment? Faut le faire tenir. Ah ben, avec un gélifiant, un agar-agar, hein, ou un autre truc et un peu de fécule, pour que ce soit pas trop cassant. Mais moi j'ai fait des mariages et les gens disaient, mais on dirait des sorbets, vos bavarois. Tu vois bien que les bavarois d'habitude c'est plutôt tristoun en goût de fruits. Hein. Et le sucre, on peut remplacer par? Est-ce qu'on peut remplacer le sucre? Là, on fait souvent, là, on remplace le sucre, c'est ça le sucre qui pose problème. En fait, avec les collègues, on travaille pas sur des recettes, mais sur des méthodes. On appelle ça des formats. Par exemple, ça c'est une forme, c'est un gâteau. La matière, alors les convives n'ont pas besoin, pour la question de la néophobie, ne leur dites pas que c'est du gâteau au chocolat ou aux haricots. Quand vous allez à la boulangerie, ne vous demandez pas à la pâtissière, je voudrais un gâteau à la farine. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dans le gâteau, vous voulez qu'il soit bon. Et donc, à partir du moment où on sait que c'est une forme qu'on a donnée aux aliments, qui est ici un gâteau, ici un cake, parce qu'il y a des versions salées de ces gâteaux où on peut faire arriver la protéine en entrée en cake salé à base de haricots, de pois chiches ou de lentilles. Et ben, une fois qu'on connaît ça, on comprend le principe de construction et le sucre n'est pas un élément de réussite. Par exemple, là, pour les crèches, on nous demande de mettre très peu de sucre. Ben, au lieu de mettre 60% de haricots pour 40% de sucre, on met 80-20. Et dans la version cake salé, c'est 100% légumes secs. Hein. Mais la construction du gâteau, tu vois, lundi j'ai fait un gâteau comme ça aux noix, parce que je passais par Paris et je voulais faire goûter un gâteau aux noix du Périgord, parce que je venais de Dordogne. J'ai mis 2 fois moins de noix que dans un gâteau classique. J'ai mis des lentilles, le même que ça. Hein. Là-bas, c'est le cacao et la fécule de maïs. Moi, c'était de la poudre de noix avec des lentilles. Et j'ai mis comme sucre du miel. J'ai fait un gâteau miel-noix, très économique, en utilisant un reste de lentilles que j'avais dans mon frigo. Voilà. Et donc, c'est ça que mes collègues viendront faire pour ceux qui suivront les formations. Et je vous encourage vraiment à réfléchir comment vous pourriez faire des buffets autour des actions de formation pour que d'autres collègues viennent goûter. Parce que là, vous avez goûté,
Vous voyez quand même que je n'ai pas raconté que des conneries, quoi. C'est quand même pas la privation, on peut les améliorer. Vous voyez, la mayonnaise, j'ai des chefs de collège aujourd'hui qui font des sauces tartare, des sauces béarnaises, des sauces barbecue, avec le même concept. Le haricot émulsionné avec du grain. 75% du truc, c'est ça. Bah, ça coûte que dalle, un haricot cuit, c'est 60% d'eau. Bon, je pourrais continuer à parler pendant des heures. Hein. Allez, encore 2 mots. Un mot. Moi, je suis en apprentissage, donc j'apprends, je découvre beaucoup de choses. Apprendre. Ouais. Catherine, un mot. Enchanté. Un mot. Je trouve que 100 grammes de viande, c'est pas un luxe. 100 grammes de viande, c'est pas un luxe. Super. Moi, ça me pose pas de problème. Mais un jour, je me suis trouvé avec des diététiciennes. Ils disaient ouais, mais Gilles, tu nous dis que les lentilles et le riz, ça peut remplacer la viande dans certaines populations. C'est vrai, mais ils vivent moins longtemps. Je dis, mais 100 grammes par personne, par 60 millions de Français, ça ne tient pas sur la planète. Donc, je lui disais, mais une nutrition qui ne tient pas sur la planète, c'est pas une bonne nutrition. Mais moi, j'ai aucun problème avec 100 grammes de viande, c'est délicieux, et puis plus, hein, une belle côte de bœuf. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça peut pas être le quotidien. C'est pas possible. C'est pas respectueux pour personne. Mais si tu as la chance de pouvoir le faire, tant mieux pour toi. C'est le Elon Musk de la part de un mot. Du goût, ça avait beaucoup de goût. Du goût. Un mot. Léa. Merci, non, beaucoup de goût. Beaucoup de nouveautés, j'espère que ça a plu à tout le monde. Du plaisir. Ben voilà, le développement durable, c'est pas la privation et la vertu subie, c'est de l'ouverture. Écoutez bien ça, la vertu est dans l'ouverture.